Bienvenue, je vais dire toutes et tous, je ne sais pas si c'est des messieurs, très contente de vous recevoir cet après-midi, ça va bien aller. Je me présente Marie Saint-Arnaud, directrice adjointe pour la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi la table. Donc, la table, c'est un regroupement féministe régional qui travaille à la défense des droits des femmes, à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi à la promotion des... Maryse, on t'entend plus. Tu t'es mutée par erreur, je crois. J'ai pas touché à rien. Est-ce que vous Ah, m'entendez? oui, là, on t'entend. OK, vous m'avez perdu à quel bout? Bon, je disais donc que là, c'est... D'habitude, c'est moi qui fais la technique, fait que là, je suis un peu déconcentrée par les gens qui rentrent. Excusez-moi. Donc, je disais, la table de concertation du Mouvement des femmes centres du Québec, c'est un regroupement féministe régional qui est dédié à la défense des droits des femmes, à l'amélioration de leurs conditions de vie et aussi à la promotion d'égalité entre les sexes au centre du Québec. Ces membres, c'est majoritairement des groupes de femmes, mais on a aussi quelques groupes ou regroupements qui sont mixtes, qui adhèrent aux valeurs de la table. La table, elle fait quoi? Elle va principalement offrir à ses membres un espace d'échange, de collaboration, de soutien, tant au niveau de leur action, campagne, projet. Elle va défendre les intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles locales, régionales, provinciales. Elle va favoriser une prise de conscience sur des enjeux tels que les inégalités de genre, la violence faite aux femmes, l'équité salariale et comme aujourd'hui, un projet de recherche sur les femmes en situation de handicap. Excusez si je n'ai pas les bons mots, là. Euh, Bref, ça, c'est ce que la table fait. Si vous voulez savoir ou connaître tous les projets qu'on fait, je vous invite à visiter notre site Internet. Fanny pourra le mettre le lien dans le chat et vous pourrez aller voir ce qu'on fait, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est à venir et tout ça. Euh, Maintenant, je vais un peu vous expliquer le contexte de la recherche qui n'est pas actuellement disponible sur le site. Vous pourrez aller télécharger le tout à partir de demain. Euh, sur le site du CRSA ou encore sur le site de la table. Les liens seront aussi dans le chat. Fanny, je pense qu'il y a des gens qui sont encore dans la salle d'attente. Est-ce que tu peux faire rentrer les personnes qui sont stand-by? Je t'entends pas, t'as pas de son. Tout le monde a l'air correct. OK, peut-être inviter cette personne à réessayer de revenir, peut-être se déconnecter et revenir, peut-être que là, il y a un petit bug. Merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre ce que je vous disais. On va mettre les liens des sites, mais c'est pas avant demain. En fait, pourquoi ce projet a été réalisé, c'est que la table a réalisé qu'il n'existait pas de portrait sur les conditions de vie des femmes ayant des limitations fonctionnelles physiques. Il y a des informations provinciales, mais au niveau régional, on n'a pas grand-chose, voire rien. Fait qu'on se disait, il y a un manque à ce niveau-là. C'est pour répondre à ce manque de données régionales spécifiques que la table a réalisé l'étude qualitative et exploratoire en collaboration avec le Centre de recherche sociale appliquée qui est le CRSA. Puis d'ailleurs, cette étude, on espère, servira de base des projets ou actions futures, autant pour la table, mais on souhaite aussi pour d'autres organismes partenaires de la région, pour voir c'est quoi les manques, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider ces personnes-là ou s'améliorer. Puis c'est ça parce qu'il y a des manques, c'est ça qu'on va voir. C'est un projet qui a pu être réalisé grâce au financement d'une entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes du Centre du Québec 2022-2024. Elle vient de se terminer et dont les partenaires sont le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC d'Arthabasca et la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. De plus, je vais remercier la participation des membres parce qu'il y a un comité orienteur du projet qui a participé à la planification et à la recherche. Donc, on a Madame Jessica Lanneville, une femme ayant des limitations fonctionnelles, le regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre du Québec, le comité régional en développement social du Centre du Québec et la table régionale de concertation des personnes aînées Centre du Québec. Donc voilà pour ma part, c'est tout. Et sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je passe la parole à Sarah-Jeanne ou à Amélie. Merci. Merci, Maryse.
Donc, Maryse va gracieusement nous aider avec le partage d'écran pour le PowerPoint. Donc, tu peux déjà projeter le PowerPoint. Yes, Ça merci. va? Oui, c'est excellent. On peut passer Parfait. à la prochaine diapositive. En fait, donc aujourd'hui, ben bonjour à toutes pour commencer. Je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous là, cet après-midi. Donc, c'est Sarah-Jeanne Roy-Beauregard et moi-même, Amélie Lantaigne. On est qui vont être qui vont être avec vous là, cet après-midi. On est des professionnels de recherche qui travaillent au Centre de recherche sociale appliquée, le CRSA. Donc, c'est quoi le CRSA? C'est un organisme autonome à but non lucratif qui soutient le développement du pouvoir d'agir des collectivités et des organisations. Donc, on recourt à la recherche sociale pour accompagner les groupes dans leur analyse des problèmes sociaux et la synthèse de leurs pratiques, que ce soit par la recherche, l'évaluation, l'accompagnement de processus, la formation ou le transfert de connaissances. Son approche se veut collaborative et participative. Donc, les organisations avec lesquelles on travaille sont partenaires à part entière et sont partie prenante là, des processus qu'on mène. Donc, les résultats obtenus, ben, ça devient des outils de développement pour les organisations ou les communautés. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Vous me direz si vous m'entendez pas très bien, là, j'essaierai d'ajuster mon son. Il y a un petit peu de bruit en arrière de moi. Donc, pour cet après-midi, comment ça va se décliner, là? On va commencer par par poursuivre un peu la mise en contexte que Maryse a commencé à faire. On va vous présenter quelques concepts clés qui ont été mobilisés dans le cadre de la recherche, la méthodologie aussi qu'on a employée. On va vous présenter brièvement là, un portrait des femmes qu'on a rencontrées dans le cadre de la recherche. On va vous présenter les résultats de la recherche, donc vraiment les propos des femmes participantes là, qu'on a rencontrées. Puis finalement, des principaux constats là, qui ont émergé de l'analyse, puis la conclusion. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive pour poursuivre un peu la mise en contexte qui a été amorcée. Comme Marie disait, là, c'est dans le cadre de l'entente sectorielle le développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région du Centre du Québec que la table a mandaté le CRSA pour mener une étude exploratoire. Donc, l'objectif de l'étude, c'était de mieux comprendre les obstacles et les défis auxquels sont confrontées les femmes qui ont des limitations fonctionnelles physiques dans la région pour proposer des pistes d'action concrètes afin d'améliorer là, leur inclusion et leur qualité de vie. Donc, il y a deux principales dimensions qui ont été couvertes dans le cadre de la recherche, soit l'accès et l'utilisation des services, puis les besoins courants de la vie quotidienne là, des femmes qui ont des limitations fonctionnelles physiques. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, quand on parle de services, on parle de services qui proviennent de ressources communautaires, de ressources institutionnelles ou privées, par exemple le milieu hospitalier, les services de santé professionnels privés comme un cabinet de psychologue ou un dentiste, par exemple, des épiceries, pharmacies, etc. Puis quand on parle de besoins courants de la vie quotidienne, ben à ce moment-là, on parle plus de soins personnels à la maison, les tâches domestiques, la conciliation travail-famille, etc. On peut passer à la prochaine. Merci, Amélie. On change d'interlocutrice d'avoir fait cette mise en contexte. Donc, pour bien situer la recherche, en fait, puis pour savoir de quoi on parle, c'est important pour nous de prendre le temps là, de définir quelques concepts clés, à commencer par les limitations fonctionnelles. Donc, la définition qui a été retenue dans le cadre de de la recherche qu'on a menée, c'est la définition du gouvernement du Québec. Donc, ça réfère en fait aux aptitudes d'une personne pour fonctionner à différents niveaux, puis dans l'ensemble de ses sphères de vie. Euh, une limitation fonctionnelle entraîne en fait la réduction de la capacité d'une personne à accomplir une activité, à réaliser ses habitudes de vie, puis à exercer ses rôles sociaux et ses droits comme elle le souhaite. Puis la nature en fait des limitations fonctionnelles peut être multiple, mais dans le cadre de cette recherche-là, on s'est vraiment concentré sur les limitations fonctionnelles qui sont dites physiques.
On aborde également le handicap sous le paradigme du modèle social du handicap, c'est-à-dire que c'est un concept qui tient compte de l'environnement, puis de l'organisation sociale, et donc qui dépasse là, les caractéristiques individuelles pour expliquer les situations de handicap. Le modèle social du handicap conçoit que c'est la société et non pas la biologie qui produit le handicap, en façonnant les stéréotypes et les attitudes de ses membres envers les personnes qui vivent des incapacités et en établissant des barrières sociales, économiques et environnementales qui fonctionnent comme autant de formes de pression puis qui alimentent là, l'exclusion des personnes en situation de handicap. Donc, on comprend ici que le handicap, c'est pas nécessairement perçu comme étant biologique, mais plutôt comme une situation là, qui est évolutive puis qui est en fonction des contraintes puis des changements qui vont être opérés dans l'environnement. On peut changer de diapo. Ensuite, pour analyser, en fait, quand on a récolté les témoignages des femmes, on a adopté là, une lunette d'analyse qu'on dit l'analyse différenciée selon les sexes et l'analyse féministe intersectionnelle. Donc, l'intersectionnalité, en fait, c'est une théorie vraiment, je vais y aller assez grossièrement, là, mais on conçoit que c'est une théorie qui examine comment, en fait, diverses catégories sociales entre autres le genre, l'ethnicité, la classe sociale, l'orientation sexuelle, l'âge, la capacité physique et d'autres identités sociales vont se croiser puis vont influencer les expériences là, des individus. Puis l'ADS+, donc l'analyse différenciée selon le sexe dans la perspective intersectionnelle, son objectif, c'est d'identifier les impacts différenciés d'un projet et d'une politique, des pratiques institutionnelles, entre autres, puis de voir comment, en fait, euh, ça l'impacte différemment les femmes et les hommes, mais aussi les femmes entre elles. Puis l'idée, c'est de mieux comprendre là, les inégalités, puis développer des solutions qui sont plus équitables pour tous et toutes. Ensuite, dans les concepts qu'on a déployés, il y a évidemment le sexisme. C'est issu en fait de la perspective d'analyse différenciée selon le sexe intersectionnel. Donc, le sexisme, je pense qu'on est toutes bien familières avec ça cet après-midi, mais c'est rapidement, là, c'est un système d'oppression issu du patriarcat qui repose sur des stéréotypes de sexe et de genre qui cantonnent les femmes dans les rôles sociaux spécifiques et qui perpétuent les comportements sociaux discriminatoires, misogynes et machistes. Puis le capacitisme, on réfère à des attitudes sociales qui vont dépeigner, là, qui vont dépeindre en fait une image dévalorisante des personnes en situation de handicap. C'est un système de pression selon lequel les personnes handicapées sont perçues comme étant moins dignes d'être traitées avec respect, moins aptes à contribuer à participer à la société ou moins importantes là, intrinsèquement que les autres. Puis évidemment, là, de vivre cette forme d'oppression-là, c'est un frein colossal à la participation des personnes handicapées à la communauté puis aux possibilités qui s'offrent à elles. On peut changer. Il y a différentes composantes de l'accessibilité. Amélie en a parlé tantôt. La recherche se base sur l'accès aux services, puis la réponse aux besoins de la vie quotidienne. Mais dans l'accès aux services, on comprend là, assez rapidement que c'est pas juste l'accessibilité dite architecturale. Donc, est-ce que le bâtiment est physiquement accessible, par exemple? Il y a plusieurs autres formes d'accessibilité et on parle entre autres d'accessibilité attitudinale qui réfère en fait au fait d'éliminer des attitudes de non-respect, de mépris qui portent atteinte à la dignité des personnes. Le volet attitudinal, ça implique aussi de se faire respecter, puis de ne pas se faire regarder de façon condescendante ou d'être considéré comme moins que rien dans les services, entre autres. Puis, en fait, là, c'est de dire que les attitudes discriminatoires nuisent à l'accès aux services en témoignant, entre autres, de la non-reconnaissance d'un statut d'égal à l'autre. Au niveau de l'accessibilité communicationnelle, en fait, on fait référence au fait de rendre les informations usuelles et spécialisées accessibles aux personnes avec différentes limitations. Donc, ça implique en fait d'utiliser différentes stratégies, que ce soit d'adapter, par exemple, dans un document, la grosseur des polices, de traduire en braille, par exemple, un document, ou bien d'utiliser un langage simplifié, ou encore de produire des documents qui peuvent être lus là, par différentes technologies.
J'en profite à cet effet-là pour vous dire que la version qui va être disponible en ligne du rapport a été là, adaptée là, pour que ça puisse être facilement lu euh, par différents logiciels là, pour des femmes, par exemple, qui auraient différentes limitations. Au niveau de l'existence des services, en fait, c'est de s'assurer qu'il y a des services de toutes sortes qui répondent aux besoins des personnes en situation de handicap. On peut penser au logement, au transport, aux soins personnels. En fait, tous les services qui sont essentiels, là, sans quoi la citoyenneté peut pas s'exercer. On s'assure que ces services-là soient existants. Et finalement, dernière forme d'accessibilité, on fait référence à l'utilisabilité des services. Donc, c'est une dimension qui entre en jeu au moment où la personne utilise concrètement les services ou les infrastructures. C'est à ce moment-là que la personne va pouvoir forger sa propre perception de l'accessibilité des services par rapport à ses capacités. Donc, l'utilisabilité, en fait, c'est le résultat de l'interrelation des facteurs personnels, puis avec son environnement. Et donc, la personne va être en mesure là, de juger rétrospectivement de son expérience dans les services. Puis ça va être déterminant dans la suite là, pour son utilisation, parce qu'une expérience qui serait insatisfaisante, ça peut contribuer là, à l'éloigner les personnes des services. Donc, c'est les principaux concepts là, qu'on souhaitait mettre sur la table pour s'assurer qu'on comprenne bien de quoi il est question là, dans le reste de la présentation qu'on va faire. Donc, je crois qu'on peut passer à l'autre diapo. Oui, merci Sarah-Jeanne. Donc, on va vous présenter maintenant la méthodologie qui a été employée là, dans le cadre de la recherche. Donc, c'est une recherche. Oh, y a-t-il quelqu'un qui a parlé? Je pense que non. OK, désolée, j'ai cru entendre quelque chose. Donc, c'est une recherche qualitative qu'on a fait avec une approche exploratoire, collaborative et participative. Donc, exploratoire puisqu'on cherchait à clarifier un enjeu plus ou moins défini, puis à générer des nouvelles connaissances là, qui vont servir de base à de nouvelles pistes de réflexion. Collaborative, entre autres, puisque, comme le dit tout à l'heure Maryse, il y avait un comité orienteur qui a suivi la recherche là, avec lequel on a co-construit l'étude. Puis finalement, participative, puisqu'on a rencontré des personnes directement concernées par les enjeux étudiés. Donc, on a mené trois stratégies de collecte de données. On a fait une recension ciblée de la littérature, un portrait statistique là, des femmes qui vivent avec des limitations fonctionnelles physiques à l'échelle du Québec. La recension, le portrait, là, vous allez pouvoir les retrouver en entier dans le rapport de recherche qui va être publié dès demain matin, accessible en ligne. Puis finalement, on a aussi mené des entrevues individuelles semi-dirigées, puis deux groupes de discussion. On peut passer à la prochaine diapositive. C'est vrai, je vais vous dire aussi à noter que le recrutement des femmes qu'on a rencontrées n'aurait pas pu se faire là, sans l'aide précieuse de plusieurs organismes communautaires de la région là, qui se sont vraiment mobilisés pour nous aider à trouver des participantes là, pour la recherche. Donc, ce qui a fait en sorte qu'au total, on a réussi à rencontrer 18 femmes dans le cadre de l'étude qui résidaient sur quatre MRC du centre du Québec, dont Arthabasca, Drummond, Bécancour et Nicolet-Yamaska. Malheureusement, malgré nos efforts soutenus là, pour recruter des femmes ayant des limitations fonctionnelles physiques dans la MRC de l'érable, ça a vraiment pas été possible. Donc, c'est pour ça là, que ça se concentre sur ces quatre MRC-là. Euh, on a rencontré en entrevue individuelle 5 femmes qui résidaient en milieu urbain, une femme en milieu rural. Puis on a fait deux groupes de discussion. Un groupe de discussion où se sont rassemblées 9 femmes qui résidaient en milieu urbain, puis 3 femmes en milieu rural. Puis, on peut rester sur l'autre diapositive, pardon. Donc, faut savoir aussi que dans le cadre de nos projets au CRSA, on a vraiment un souci éthique là, pendant les collectes de données, c'est-à-dire que on s'assure que les participantes aient accès à une personne intervenante là, qui est disponible avant, pendant et après la collecte de données, au besoin si elle se sent pas bien, si ça c'est venu chercher des émotions.
trop intense pendant la collecte de données. Puis, à noter aussi que les conclusions de l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais ça peut pas être généralisé à l'ensemble des femmes qui vivent avec des limitations fonctionnelles physiques au sein du Québec, en raison notamment de la taille de l'échantillon. Le but, c'était vraiment de faire une recherche exploratoire, mais il faut savoir qu'on a quand même atteint une certaine saturation des données. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les dernières entrevues qu'on a fait auprès des femmes, euh, on n'apprenait rien de nouveau, c'est-à-dire que le vécu qui était partagé était similaire à d'autres vécus relatés par d'autres femmes. Puis, ça nous laisse croire aussi que des données supplémentaires là, n'auraient pas apporté nécessairement de nouvelles catégories d'analyse là, à intégrer là, à l'analyse. Donc, voilà, on peut passer à la prochaine diapositive. Pour faire un portrait, un bref portrait là, des femmes qu'on a rencontrées. Donc, je vais vous présenter quelques caractéristiques socio-démographiques des participantes. Donc, comme je l'ai précisé, par rapport au territoire de résidence, il n'y avait pas de femmes qui résidaient sur la MRC de l'érable. Puis, on voit là à l'écran que ça se concentrait vraiment dans la MRC d'Arthabasca. Là. La majorité des participantes rencontrées là, se retrouvent dans cette MRC-là. Puis, il faut savoir aussi que les femmes ont nommé devoir composer avec diverses limitations fonctionnelles physiques. Là, la plupart des femmes cumulaient plusieurs limitations, que ce soit des limitations motrices, auditives ou visuelles. Puis, pour certaines femmes, ces limitations-là sont les conséquences d'une maladie. Pour d'autres femmes, c'est soit présent depuis la naissance ou soit ça s'est développé plus tard dans la vie. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, comme vous voyez à l'écran, presque la moitié des femmes rencontrées sont âgées de 65 ans et plus, mais on a aussi rencontré des femmes de 35 à 44 ans, des femmes de 45 à 54 ans, puis de 55 à 64 ans. On peut passer à la prochaine. Donc ici, par rapport au revenu personnel annuel des femmes rencontrées, j'attire votre attention sur les petites icônes oranges. On voit que c'est presque la moitié des femmes rencontrées là, qui ont un très faible revenu, soit de 15 000 et moins par année individuellement. Donc, il y a plusieurs des femmes qu'on a rencontrées là, qui sont en situation de précarité financière, voire de pauvreté, notamment une femme en vert à gauche, là, vous voyez qu'elle n'a aucun revenu. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Au niveau de l'occupation, vous voyez les icônes orange et rose, là, il y a plusieurs femmes, 7 femmes rencontrées là, qui n'avaient pas d'emploi. 7 femmes étaient à la retraite. Ça fait un lien aussi avec l'âge là, des personnes participantes qu'on a vues précédemment. Puis, 2 femmes occupaient un emploi à temps plein et 2 occupaient un emploi à temps partiel. On passe à la prochaine. Ici, vous voyez à l'écran des graphiques là, résumant les situations conjugales et familiales. Donc, au moment de la collecte de données, pardon, 11 femmes vivaient seules et 7 femmes vivaient en couple. La grande majorité des femmes rencontrées ont des enfants, dont 2 femmes avec des enfants encore à la maison, puis 5 femmes n'avaient pas d'enfants. Donc, c'est ce qui fait le tour du portrait, là, des faits saillants du portrait là, des femmes rencontrées. Je vais maintenant céder la parole à Sarah-Jeanne là, pour entrer dans le vif du sujet, puis qui va nous introduire à la présentation des résultats. Oui, donc on rentre là dans la partie où on va pouvoir mettre des mots en fait sur les témoignages des femmes. Puis l'idée en fait c'est vraiment de mettre en valeur la voix des femmes. Donc au cours de la présentation des résultats, il y aura là, à l'occasion différents témoignages qui vont pouvoir rendre encore plus concrets là, les éléments qu'on va vous partager. Donc la présentation des résultats va commencer par les obstacles que les femmes ont rencontrés tant dans l'accès et l'utilisation des services que dans la réponse aux besoins de la vie quotidienne. Ensuite, on va aborder là, les facteurs qui ont facilité l'accès aux services et ensuite la réponse aux besoins de la vie quotidienne. Et dans un troisième temps, c'est des pistes d'action qu'on va aborder. Donc,
entre autres, ce que les femmes nous ont partagé, qu'elles souhaiteraient qu'il soit amélioré ou ce qui aurait permis une meilleure réponse là, à leurs différents besoins. Mais les pistes d'action ont aussi été bonifiées par le comité là, dont Maryse a fait mention au début de la présentation. Toutes des personnes là, qui sont intervenantes là, sur le terrain auprès des personnes concernées et même des personnes concernées directement qui ont pu bonifier là, les pistes d'action. Alors, on se lance parmi les premiers obstacles que les femmes ont rencontrés. euh, les femmes parlent entre autres de l'utilisabilité des services, c'est-à-dire que certaines ont mentionné vivre des expériences en fait dans des services où leur dignité n'avait pas été respectée. On pense par exemple à des femmes qui ont été rencontrées pour des soins médicaux dans une salle d'archives par exemple parce qu'il n'y avait pas de bureau du médecin de consultation qui était disponible là, en fauteuil accessible pardon en fauteuil roulant. Donc c'est des femmes qui sont rencontrées dans des conditions qu'une personne qui vit pas de limitation fonctionnelle physique recevrait pas des conditions là, de telle sorte. Il y a également des femmes qui vivent qui sont pas en mesure de recevoir les examens nécessaires à leur santé parce que les équipements médicaux sont non adaptés et donc ça l'empêche là, les femmes d'avoir les examens ou même les soins qui sont nécessaires là, à leur santé. Donc, une femme qui nous partage entre autres, puis même dans le milieu hospitalier, je vais à des endroits où pour passer un examen, il faut que je monte sur une table. Et là, je dis, la table, êtes-vous capable de la baisser? Moi, elle est trop haute. Je suis pas capable d'embarquer là-dessus. Il y a des fois qu'ils disent non, on peut pas. Fait que là, ils regardent l'heure. On n'a pas le temps, ça prendrait un lève-personne. Donc, des femmes qui peuvent pas avoir des examens, faute là, d'équipements médicaux adaptés. Il y a également, ça a également été nommé là, par la plupart des femmes qu'on a rencontrées, le grand trou de service en lien avec l'accès aux psychologues. C'est vrai que le manque de services psychosociaux, là, ça affecte l'ensemble de la population. Par contre, on constate que les femmes qui vivent avec des limitations fonctionnelles physiques doivent conjuguer avec des obstacles qui sont supplémentaires puis qui sont vraiment spécifiques à leur situation de handicap. C'est-à-dire que même si certaines femmes qu'on a rencontrées trouvaient un psychologue qui était disponible, donc qui étaient prêtes à la rencontrer, elles sont nombreuses à mentionner que leur bureau n'était pas accessible physiquement dans un premier temps, donc elles ne pouvaient pas se rendre même si le psychologue était disponible. Puis pour plusieurs, ben, l'alternative en visioconférence, ça répondait pas à leurs besoins, c'était pas une formule qui était intéressante pour elles. Et puis, même si il y a certaines femmes qui ont aussi mentionné qu'elles devaient débourser des frais additionnels pour recevoir un service, par exemple, à domicile, mais ces frais additionnels-là s'ajoutent là, aux obstacles d'accès aux services que les femmes qui vivent avec des limitations fonctionnelles peuvent rencontrer parce que, d'autant plus qu'on a vu dans le portrait qu'Amélie a présenté, qu'il y a plusieurs femmes qui se retrouvent en situation de précarité financière. Donc, ça fait que même si parfois il y avait des psychologues qui étaient disponibles, les autres barrières faisaient en sorte qu'il y avait finalement une absence complète là, de services en psychologie. Donc, c'est dans les obstacles là, qui sont revenus assez régulièrement. On peut changer. D'autres obstacles sont nommés en lien, entre autres, avec les longs délais d'attente pour accéder aux services et aux programmes d'aide. Là-dedans, il y a deux éléments un peu différents. D'abord, il y a plusieurs femmes qui ont déploré les longs délais d'attente avant de pouvoir consulter un médecin. C'est un enjeu qui impacte là, directement leurs conditions de vie puis leur qualité de vie parce que pour plusieurs femmes, avoir accès à des programmes d'aide ou encore à des services gouvernementaux, ça nécessite soit un diagnostic, soit un billet signé du médecin, une requête quelconque. Et donc, pour certaines femmes, en fait, les longs délais ou même l'impossibilité de rencontrer un médecin, ça peut les priver là, d'avoir différentes aides qui seraient nécessaires pour améliorer leur qualité de vie. Puis ensuite, une fois qu'elles ont eu, pour les femmes qui ont réussi à rencontrer, par exemple, un médecin, puis qui ont accès au programme d'aide, eh bien là, il y a
très longs délais de traitement qui font en sorte que les femmes doivent attendre là, des mois, voire des années pour avoir accès aux ressources qui sont disponibles à travers ces programmes d'aide-là. Par exemple, une femme qui mentionne, là, j'ai des chaussures moulées, j'ai fait ma demande au mois de juin pour avoir une paire de bottes d'hiver. Ils viennent d'avoir l'autorisation, on était en novembre à ce moment-là. Ça veut dire que ça peut prendre encore 2 mois si ça va bien. Donc, on est rendu, c'est possiblement au mois de janvier, puis elle n'a toujours pas là, ces bottes d'hiver qui sont nécessaires là, pour qu'elle soit en mesure de se déplacer. Un autre obstacle qui a été mentionné par les femmes, c'est en lien avec la trajectoire en silo puis la difficulté de la prise en charge globale. C'est un enjeu qui a été évoqué à quelques reprises par les femmes rencontrées, particulièrement par celles qui vivaient plusieurs problématiques simultanément, mais qui étaient en lien avec la situation de handicap. Les femmes, en fait, déplorent la multiplication des rendez-vous puis la non prise en charge de leurs besoins dans la globalité. Puis ça peut, entre autres, s'expliquer là, par les champs de pratique qui sont très définis, ce qui permet pas aux femmes là, d'aborder l'ensemble d'une situation ou des enjeux qu'elles vivent là, dans un même rendez-vous. Une femme, entre autres, qui mentionne, mais moi, je suis pas assez aveugle, mettons, pour avoir un quelconque soutien. Là, j'ai réussi à avoir avec tous les téléphones que j'ai faits partout. Ça m'a mené ailleurs, ailleurs, ailleurs. Fait que là, j'ai le droit à une travailleuse sociale en déficience visuelle qui est à Nicolet. Mais tu sais, c'est vraiment juste au niveau de la réadaptation, puis pas au niveau du deuil. Mais tu sais, tout le reste qui englobe ça, on n'est pas là pour ça. Fait que tu sais, même à l'hôpital, le jour que c'est arrivé, il n'y a aucun soutien. On peut changer. Ensuite, toujours dans l'accès aux services, il y a plusieurs femmes qui nous ont exprimé à plusieurs reprises ne pas s'être senties crues, pas prises au sérieux, particulièrement lors des rencontres médicales. Euh, donc, on parle ici là, d'attitudes discriminatoires des membres du personnel soignant. C'est arrivé que les symptômes que les femmes partageaient aux médecins soient invalidés, non considérés ou encore attribués là, à des enjeux de santé mentale. Puis ça, on s'imagine bien que ça peut entraîner un retard dans le diagnostic ou dans la prise en charge de différents problèmes de santé parce que, entre autres, les investigations qui sont nécessaires à trouver qu'est-ce qui est la condition de la femme, ben, sont pas nécessairement prescrites. Ça a des impacts là, qui sont importants dans la condition par rapport à la qualité de vie des femmes. Une autre citation ici qui nous dit, côté personnel soignant, t'en veux-tu des bonnes? Oh, j'en ai plein. Non, mais le pire, là, le pire, vraiment le summum, personnel soignant. Tu sais, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, là. C'est quelqu'un de professionnel qui est conscient de ta situation et tout. Ben, le professionnel s'adresse aux personnes qui m'accompagnent pour parler de moi. Genre, elle a-tu fait ça? Comment elle se sent par rapport à ça? Je suis là. Ou, tu sais, les infirmières, mon Dieu, elles t'infantilisent. Beaucoup, beaucoup. On va prendre le petit bras. Là, on va le tourner un petit peu. Je devrais pas autant me faire piler dessus. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit, sauf que j'arrive pas à l'exprimer. Une autre participante qui nous mentionne, je suis une personne qui se débat depuis 1992 avec la maladie. On a découvert il y a 7 ans ce que j'avais. Je me suis débattue avec des médecins. Je me suis fait dire que c'était entre mes deux oreilles. C'est de la santé mentale. On peut changer de diapo. Donc, tout ça, en fait, là, c'est des exemples parfaits de sexisme, de capacitisme qui influencent la façon dont certains membres du personnel soignant là, vont percevoir et même traiter les femmes. Puis ça les rend, en fait, le plus susceptibles de voir leurs souffrances qui sont minimisées, voire infantilisées. Donc, tantôt, quand on parlait là, des concepts de base, là, les attitudes discriminatoires, c'est des exemples très concrets là, de vécu de femmes qui vivent ces oppressions-là. On peut poursuivre. Toujours en continuité des obstacles d'accès aux services, les femmes ont partagé euh, la rigidité des critères d'accès à différents programmes d'aide, particulièrement le programme d'adaptation à domicile. Il y a certaines participantes pour qui, là, en fait, les critères qui sont prédéfinis sont très restrictifs, puis ça reflète pas la réalité du fait que la situation de handicap peut progresser. Et donc,
si ça progresse pas de la même façon que que le programme l'entend, eh bien, les femmes ne rentrent pas dans la case pour avoir accès à du soutien. Par exemple, une femme qui nous dit, la raison pour laquelle je me bats, parce qu'on peut refaire une demande au programme d'adaptation à domicile à deux conditions. Je ne refais pas adapter ma salle de bain. Puis deuxième condition, c'est que ma situation médicale ait changé. Parfait, je rentre dans les deux conditions. Ils m'ont refusé ma demande en disant que ma condition n'a pas changé. Il y a 2 ans, tu étais en fauteuil roulant et là, tu es encore en fauteuil roulant. J'ai dit oui, mais il y a 2 ans, je me levais au comptoir, j'étais à côté au comptoir, puis j'étais capable de tenir ma carotte, puis la couper. Aujourd'hui, je me lève, je tombe à terre, je suis plus capable. Ouais, t'es en fauteuil roulant. Ah, OK. C'est quand que je serai alité dans mon lit que je vais recommencer à cuisiner, toi, tu penses? Donc, c'est des critères là, une démonstration là, des critères qui sont très restrictifs. De plus, il semble que les formulaires à compléter pour accéder aux différents programmes d'aide, ça nécessite une certaine agilité dans la manière de rédiger pour s'assurer là, que la demande cadre dans les bons critères. Puis c'est souvent nécessaire aussi de refaire plusieurs tentatives avant de réussir à trouver la bonne cause du bon programme dans lequel tu peux rentrer. Donc, ça demande là, vraiment une grande persévérance. Puis malgré que certaines femmes sont accompagnées par des professionnels de la santé pour compléter ces demandes-là, les femmes doivent quand même faire des démarches individuelles pour trouver là, une voie pour accéder au programme. Ce qu'on constate, c'est que cette détermination-là, c'est pas nécessairement accessible à toutes les femmes. Il y a certaines femmes qui peuvent se sentir découragées après un refus, puis elles n'auront pas nécessairement le réflexe de persister ou de chercher d'autres solutions. C'est une complexité, puis en fait, c'est une grande charge qui s'ajoute là, aux femmes qui sont déjà en situation de vulnérabilité, puis ça rend en fait l'accès là, au programme encore plus difficile. Euh, pour les femmes, en fait, qui n'ont pas nécessairement les ressources ou l'énergie là, pour naviguer à travers ce système-là. On peut changer de diapo. On arrive à la fin là, des obstacles rencontrés dans l'accès aux services, mais la plupart des femmes ont rencontré la plupart des femmes qu'on a rencontrées, pardon, ont mentionné avoir recours à l'aide du programme Chèque emploi-service. En fait, c'est de l'aide à domicile pour accomplir là, différentes tâches, soit pour les soins personnels. Puis, de façon générale, là, c'est un programme qui est très apprécié. C'est une aide là, qui est vraiment précieuse pour les femmes. Par contre, il y a quand même quelques enjeux qui ont été soulevés, entre autres la difficulté d'embauche et de rétention là, des personnes qui offrent les services d'aide à domicile. Les femmes déplorent en fait les conditions de travail puis les salaires insuffisants qui sont offerts là, aux personnes qui viennent en aide. Les honoraires sont pas du tout concurrentiels avec les services privés d'aide à domicile, par exemple. Et donc, les femmes doivent soit se tourner vers des proches qui acceptent de faire ce travail-là dans les conditions qui sont offertes là, par le programme Chèque emploi-service, ou bien elles doivent payer de leur poche pour offrir un salaire qui est plus adéquat. Un autre enjeu mentionné par rapport au chèque emploi-service, ça réside dans le sentiment que les femmes ont d'être laissées à elles-mêmes, en fait, dans la gestion du programme. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes, c'est comme si elles devenaient travailleuses autonomes. C'est elles qui doivent faire passer les entrevues, faire l'embauche là, des personnes qui vont venir offrir des soins à domicile. Puis le CLST se désengage complètement là, des responsabilités qui sont liées à ce programme-là. Il y a certaines femmes, en fait, qui auraient aimé être soutenues ou accompagnées dans les démarches d'embauche, entre autres, pour prévenir des situations de violence auxquelles les femmes ont pu être confrontées dans les services à domicile. Il y a un exemple ici là, de femme qui dit, parce que moi, j'ai tout connu, me faire voler, etc. Ah oui, puis me faire parler violemment. Le CLSC se tient pas responsable que ça marche ou que ça marche pas. Tu sais, c'est du monde qu'on engage par nous autres mêmes. Moi, je me voyais pas appeler, je sais pas trop où pour savoir y a-t-il des antécédents judiciaires. Moi, je connais pas ces places-là. Bon, fait qu'il faut que j'engage au mieux de ma connaissance. Le CLSC nous fait signer comme de quoi on les dégage. C'est vraiment pas facile. Puis on peut pas se dire qu'on a quelqu'un qui nous accompagne là-dedans. Le CLSC nous attribue tant d'heures, d'attitude, tu t'arranges avec ça. Fait que le personnel, il faut le chercher soi-même. Il y a des femmes
qui ont des limitations fonctionnelles physiques qui sont particulièrement vulnérables, entre autres en raison de la double discrimination en lien avec le genre et le handicap. Puis cette double vulnérabilité-là, ça les expose davantage à des risques au niveau de la sécurité, par exemple l'exploitation ou la violence ou même la négligence là, de la part de personnes dont elles reçoivent des soins ou dont des personnes dont elles dépendent en fait. Puis, ces femmes-là sont plus susceptibles de vivre des formes spécifiques de violence qui sont liées à leur handicap, comme des abus verbaux, en fait, ou physiques, là. C'est des situations qui peuvent arriver. Donc, on peut penser que le manque de soutien, ça peut être un facteur de risque, là, dans le cadre du chèque emploi-service. On peut passer à la suivante. Ah, ça, je viens de le dire. On peut passer encore. Merci. Donc, finalement, presque la totalité des femmes nomment ne pas connaître les différents services ou bien encore les organismes auxquels elles ont droit euh, qui pourraient leur offrir de l'aide et les démarches en fait à entreprendre pour accéder à ces programmes, ces services-là. Il y a certaines femmes qui auraient aimé recevoir l'information de la part des professionnels qu'elles ont rencontrés, entre autres de la part des médecins, par exemple, lorsqu'elles reçoivent un diagnostic. Les femmes ne savent pas nécessairement où se tourner pour recevoir de l'aide. Et ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, elles doivent souvent faire les recherches par elles-mêmes, euh, puis parce qu'elles savent pas, elles se font pas dire là, où est-ce qu'elles pourraient être dirigées pour recevoir des ressources. Et donc, la méconnaissance des services, c'est un obstacle majeur pour accéder euh, aux services. Puis ça génère aussi du stress, ça génère des inquiétudes pour les femmes qui savent pas aller où chercher, qui savent pas aller pour avoir de l'aide. Euh, puis il y a même parfois des femmes qui savent pas du tout qu'il y a de l'aide qui existe. Donc, il y a une femme qui nous dit, moi, je suis sortie seule avec mon papier du médecin. OK, je suis invalide, je me garoche où? Je fais quoi? Je commence par quoi? Là, c'est comme, OK, j'ai plus de job, j'avais une assurance à ma job, je l'ai passée pendant 2 ans et demi, là, je peux pas y retourner. Fait que là, je me retrouve aide dernier recours. OK, je connais pas ça, je fais quoi? Je m'en vais où avec ça? Donc, on reste dans les obstacles rencontrés là, qui ont été nommés par les femmes. Sarah Jeanne nous a parlé des obstacles rencontrés en lien avec l'accès aux services, en lien avec l'utilisation aussi des services. Là, maintenant, on va se tourner, se pencher vers la deuxième dimension là, couverte par l'étude, donc les obstacles rencontrés, mais en lien avec les besoins courants de la vie quotidienne. Puis ces obstacles-là, en lien avec les besoins de la vie quotidienne, je vais vous les présenter scindés en deux. Donc, il y a une première catégorie d'obstacles qui relève davantage de barrières structurelles. Puis juste après, je vais vous présenter des obstacles qui relèvent davantage du contexte de vie des femmes, c'est-à-dire reliés à leur situation financière, leur situation familiale, par exemple. Donc, si on commence maintenant avec les obstacles rencontrés là, qui relèvent de barrières structurelles, je vais commencer par vous parler de quelque chose qui nous a été nommé par plusieurs femmes participantes, qui sont les difficultés d'accès et de maintien en emploi. Notamment en raison de l'inaccessibilité de nombreux milieux de travail. Il y a certaines femmes qui ont exprimé la difficulté de trouver un emploi adapté à leurs besoins et à leurs compétences. Certaines se retrouvent donc contraintes de se contenter, en guillemets, là, d'un poste disponible qui correspond pas tout à fait à leurs aspirations professionnelles. Il y a aussi des femmes qui ont dit vivre des discriminations à l'embauche, puis de savoir qu'on peut vivre ce genre de discrimination-là, ben, ça peut mener à un sentiment d'incertitude, de vulnérabilité quand on est en recherche d'emploi. Ça peut les décourager là, de postuler à des opportunités professionnelles ou même les amener à compromettre leur aspiration là, pour pouvoir sécuriser un emploi. Là, vous voyez la bulle, on a un exemple de témoignage directement relié là, aux discriminations. C'est un exemple de discrimination vécue par l'une des femmes qu'on a rencontrées. Donc, le témoignage va comme suit. Il y a même un emploi, ça remonte à loin, là. Je venais de finir mon bac. J'avais mon certificat, puis j'avais été porter un CV. Réceptionniste pour cabinet de dentiste. Il est accessible et on m'a dit comme réponse, ben voyons, on va pas engager quelqu'un en fauteuil à la réception, c'est l'image de la clinique.
Donc, comme vous voyez, c'est des exemples de situations flagrantes là, de discrimination à l'embauche qui sont vécues par les femmes. Mais les femmes nous ont aussi parlé de perte d'emploi. Ça peut se manifester par des licenciements ou par la nécessité pour les femmes de quitter leur emploi en raison de leurs limitations fonctionnelles physiques qui sont devenues trop restrictives pour pouvoir rester à l'emploi dans un environnement finalement qui est inadapté pour leurs besoins spécifiques. Puis il y a aussi le manque de sensibilité qui a été nommé. Certaines ont exprimé leur avoir toléré des situations où elles se sentaient pas respectées ou incluses dans leur milieu de travail. Puis leur discours, mais ça laissait croire que le simple fait d'avoir un emploi était plus important que leur sentiment de dignité et de respect au sein de l'organisation. C'est-à-dire que certaines femmes se sentaient pas légitimes de dénoncer certaines situations, osaient pas dénoncer certaines situations ou ouvrir ce dialogue-là dans leur milieu de travail parce qu'elle se disait, ben, je suis déjà chanceuse d'avoir réussi à avoir cet emploi-là, finalement. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, toujours en lien avec ces difficultés-là là, d'accès et de maintien en emploi, en plus des obstacles que je viens de vous présenter, le nommé par les participantes à la recherche, je rappelle là, qu'il y a des études qui soulèvent que les femmes avec des limitations fonctionnelles physiques peuvent rencontrer des barrières supplémentaires à l'accès à la formation et au développement professionnel. Donc, l'absence de ressources appropriées, ça peut les empêcher d'acquérir les compétences et les qualifications nécessaires pour progresser dans leur carrière. Donc, juste une petite information supplémentaire. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, toujours dans la catégorie d'obstacles qui relèvent davantage de barrières structurelles, il y a des femmes qui nous ont nommé aussi des obstacles en lien avec les activités de loisirs non adaptées. Par exemple, des parcs municipaux qui n'étaient pas adaptés pour les parents handicapés qui souhaitaient, par exemple, parce qu'il y a des balançoires adaptés pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. Donc, c'est ce type de, d'exemples qui nous ont été nommés là, par rapport au manque d'adaptation de certains loisirs, mais aussi en lien avec l'accès aux restaurants. Il y a beaucoup de restaurants qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas adaptés pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles physiques. Il y a même des discriminations qui ont été nommées, là, qui ont été vécues par certaines femmes quand elles sont allées au restaurant puis qu'elles ont simplement euh, nommé leurs besoins dans le restaurant. Il y a aussi, je passe au deuxième point, les logements qui ne sont pas adaptés. Donc, on sait, hein, la crise du logement là, qui sévit depuis plusieurs années, c'est extrêmement difficile de se trouver un logement. Donc, on peut s'imaginer comment c'est pire de se trouver un logement qui est accessible pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles physiques. Pour celles qui ont réussi à se trouver un logement, par exemple un logement social, il y a une femme qui nous mentionnait qu'elle a fait plusieurs requêtes pour améliorer l'accessibilité de son logement social où elle habite, mais malgré ces requêtes-là répétées, les problèmes persistent. Donc, c'est d'autres types d'enjeux qui sont rencontrés. Puis finalement, les difficultés à se déplacer pour les femmes. Donc, par exemple, des trottoirs inaccessibles, des problèmes de déneigement en hiver, des difficultés à obtenir une vignette de stationnement, par exemple. Donc, on a un témoignage d'une femme en lien avec les difficultés à se déplacer, qui nous dit un gros enjeu qui devrait être amélioré, c'est avec les villes. C'est que quand on prend notre quadriporteur, c'est tellement horrible. Les trottoirs puis les routes sont tellement maganés que moi, quand j'ai fini d'aller faire mes commissions, je reviens avec de la douleur parce que ça cogne trop. Puis on met constamment notre vie en danger parce qu'il y a des trous. Les trottoirs, c'est trop serré. Des fois, on n'a pas le choix d'être sur le trottoir parce qu'il y en a pas de piste cyclable puis tout ça, tu sais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils améliorent parce que c'est insensé qu'on mette notre vie en danger. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, toujours en lien avec en lien en fait avec l'accès aux espaces publics, ben le croisement entre le handicap et le genre, ça vient accentuer la vulnérabilité dont peut faire l'objet les femmes qui ont des limitations fonctionnelles physiques dans les espaces publics. Ça peut contribuer
aussi à l'isolement social du fait qu'elles peuvent moins y avoir accès. Donc, elles peuvent rencontrer des difficultés supplémentaires pour accéder à des espaces publics considérés comme sécuritaires pour les femmes en général, en raison notamment d'infrastructures, pardon, inadaptées ou de transports en commun qui sont inaccessibles. On peut passer à la suivante. Donc, je vous amène maintenant comme je vous expliquais tout à l'heure, là, les deux catégories d'obstacles en lien avec les besoins de la vie quotidienne. Là, on va se diriger dans la catégorie des obstacles qui relèvent davantage du contexte de vie des femmes. Donc, en lien avec leur situation financière, familiale, etc. Donc, il y a des enjeux qui nous ont été nommés, des enjeux relationnels au sein même de la famille. Il y a certaines femmes qui se sentent infantilisées, qui font face à une survalorisation de l'autonomie dans certains cas, notamment un manque de considération du fait qu'elles n'occupent pas un emploi, par exemple. Donc, on voit vraiment le profond ancrage de la norme du travail là, dans notre société qui détermine souvent la valeur d'une personne, en guillemets. Euh, donc, on a un exemple de témoignage par rapport à cet enjeu spécifique, là, la première bulle blanche à gauche d'une femme qui dit c'est vrai que des fois, c'est pas facile pour que les autres comprennent autour. Justement, comme dans notre famille, il y a plusieurs membres de notre famille, des fois, qui comprennent pas que justement, on voit pas, qu'on a besoin d'aide, puis qui, pendant longtemps, nous considéraient quasiment comme des paresseuses, comme si on ne travaillait pas parce qu'on voulait pas travailler. Donc, il y a aussi des difficultés financières, comme j'ai nommé tout à l'heure là, dans le portrait des femmes rencontrées, le fait que de nombreuses femmes qui ont participé à la recherche sont en situation de précarité financière, voire carrément de pauvreté. Il y a plusieurs femmes qui dépendent de programmes sociaux comme les logements sociaux, l'aide alimentaire et l'aide sociale là, pour subvenir à leurs besoins de base. Puis finalement, un obstacle là, qui a été nommé, c'est qu'il y a certains enjeux là, en lien avec les rôles sociaux traditionnellement féminins. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a des participantes qui ont mis en lumière plusieurs obstacles qui sont spécifiques aux femmes qui ont des limitations, qui sont souvent exacerbées par les normes sociales et les attentes de genre. Donc, il y a certaines femmes rencontrées qui ont nommé la charge mentale supplémentaire liée aux responsabilités familiales et domestiques qui leur incombaient, que c'est elles qui devaient prendre en charge. Il y a plusieurs femmes qui ont participé à la recherche là, qui sont aussi proches aidantes. Donc, ça ajoute aussi une autre charge. Il y a d'autres femmes qui ont nommé la dépendance financière au conjoint. Il y a plusieurs participantes qui ont aussi exprimé le désir de se définir en dehors de ces rôles sociaux traditionnellement féminins. Il y a des participantes qui ont dit qu'ils aspirent à dépasser les limitations imposées par les attentes de genre puis réaliser leur plein potentiel malgré les défis supplémentaires là, auxquels elles sont confrontées en raison de leurs limitations fonctionnelles physiques. Donc, on a un autre exemple de témoignage, la bulle à droite d'une femme qui dit, moi, j'ai été 10 ans maman à la maison, puis quand j'ai voulu retourner sur le marché du travail, les gens disaient, ben voyons. Ouais, mais avant d'être mère, je suis une femme. J'ai le goût, moi, de me valoriser ailleurs. Fait que, tu sais, voyons, j'ai le droit de pas juste être une maman, j'ai le droit de pas être juste une mère handicapée, puis de pas me définir juste par mes limitations. Je pense qu'il faut être capable de faire valoir qui on est, puis les besoins qu'on a. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, quelques petits clins d'œil analytiques avec ce que je viens de vous présenter. Donc, par rapport aux difficultés financières là, vécues par les femmes, faut rappeler que en général, les femmes sont plus susceptibles de se retrouver dans une situation de pauvreté en raison de divers facteurs comme les inégalités salariales, les interruptions de carrière liées à la maternité, la charge des responsabilités domestiques, la prévalence des emplois précaires à temps partiel, puis les discriminations systémiques là, vécues sur le marché du travail. Donc, pour les femmes qui ont des limitations fonctionnelles physiques, mais ces défis-là sont existants, mais ils sont exacerbés. On peut passer à la prochaine diapositive.
Donc, un autre petit clin d'œil analytique là, par rapport aux rôles sociaux traditionnellement féminins, ben, l'approche aidance, on sait, c'est souvent assuré par des membres de la famille, puis souvent, c'est des femmes qui assument ce rôle-là. Donc, les femmes proches aidantes qui se retrouvent à jongler entre leurs propres responsabilités professionnelles, familiales, les tâches de soutien qu'elles doivent fournir, ça crée vraiment une double charge qui peut avoir des répercussions importantes là, sur leur bien-être et bien sûr sur leurs opportunités professionnelles également. On peut passer à la prochaine. Donc, tout ce qu'on vient de vous présenter, Sarah-Jeanne et moi, par rapport aux obstacles rencontrés par les femmes qui ont participé à la recherche, que ce soit les obstacles au sein des services, mais aussi les obstacles en lien avec les besoins courants de la vie quotidienne, ben, ça a des conséquences importantes sur la vie des femmes. Donc, ça a des conséquences notamment sur la santé psychologique. Il y a beaucoup de femmes qu'on a rencontrées qui nous ont parlé avoir vécu ou vivre encore euh, une détresse psychologique, des enjeux reliés à l'estime de soi. Parfois, ça peut même aller jusqu'à des idées suicidaires, malheureusement. Puis il y a beaucoup de deuils aussi associés au parcours des femmes, donc des deuils soit liés à une maladie ou bien des deuils liés à une perte d'emploi, à perdre des loisirs qu'on aimait faire mais qui sont inaccessibles. Et là, par exemple, une femme qui voit sa situation physique se dégrader peut plus y avoir accès puisque le loisir en question n'est pas accessible pour elle. Donc tout ça, ça peut venir vraiment accentuer la détresse émotionnelle vécue par les femmes. Donc, il y a aussi l'isolement social, qui est une autre conséquence nommée là, par les participantes. Elles nous ont dit le ressentir régulièrement de l'isolement, euh, entre autres relié aux enjeux là, liés à la mobilité. Euh, Aux loisirs, à la participation citoyenne, mais aussi à la peur de déranger son entourage, la peur de déranger les autres en demandant de l'aide, par exemple, qui peut contribuer là, à l'isolement social. Donc, on a un exemple concret de cette peur-là de déranger ou de pas vouloir déranger. C'est une femme qui témoigne, qui dit je suis plus portée à rester chez nous. Fait que c'est ça qui me nuit. Parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui se donnent, mais j'ai personne pour y aller. Une de mes sœurs conduit très bien le soir, mais elle dit, bon, c'est moi qui fais le taxi. Fait que j'ai décidé de pas lui faire faire le taxi. Fait que j'y vais pas. Donc c'est un exemple là, de cette difficulté-là à recevoir l'aide qu'on a besoin. Et ça vient aussi avec le fait de devoir dépendre des autres là, pour se déplacer ou répondre à nos besoins spécifiques. Puis finalement, une autre conséquence là, de ces obstacles-là qu'on vous a présentés, ben, c'est que les rapports sociaux des femmes sont fragilisés. Donc, entre autres, à cause de cette peur-là de déranger, à cause du sentiment d'être un fardeau pour les proches, l'exclusion sociale, le sentiment de marginalisation même au sein de sa propre famille, tout ça, bien évidemment, ça peut venir fragiliser les rapports sociaux, puis c'est pas sans conséquence là, sur le bien-être psychologique et physique même des femmes. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive et je vais céder la parole à ma collègue Sarah-Jeanne. Merci, Amélie. Donc, on passe aux facteurs qui, au contraire, en fait, ont favorisé tant l'accès aux services que la réponse aux besoins de la vie quotidienne, parce qu'il y a des choses qui sont positives qui se passent et qui méritent d'être mises en lumière. Euh, Entre autres, mais en fait, on n'est pas c'est pas surprenant cet élément, mais le fait, la présence en fait des organismes communautaires, puis les professionnels pivots qui sont présents là, dans la vie des femmes. Donc, tant pour l'accès aux services que pour favoriser une réponse aux besoins de la vie quotidienne, le fait d'être en lien avec des ressources de la communauté ou avec des professionnels qui transmettent la bonne information, qui orientent vers les bons services, puis qui même vont accompagner dans les démarches, vont faire avec certaines démarches avec les femmes. Euh, donc ça, c'est déterminant là, vraiment
dans l'amélioration, le maintien de la qualité de vie des femmes, qu'il s'agisse soit d'organismes communautaires, comme je nommais, ou encore de professionnels pivots qui vont coordonner les services autour de la personne. C'est vraiment un élément qui est facilitant puis qui favorise, là, comme je disais, la santé et le bien-être des femmes. Par contre, l'accès ce qu'on a compris, entre autres, dans les témoignages des femmes, c'était que l'accès à une professionnelle pivot, c'est exclusif, entre autres, aux femmes qui reçoivent des épisodes de service de la part du CIUS, entre autres. Et donc, la fin d'un épisode de service au CIUS, ça risque de mettre fin à à la présence d'un professionnel pivot. Et donc, là, ça peut être, si les références sont pas faites adéquatement ou qu'il n'y a pas de filet de sécurité qui est bien dressé là, pour orienter vers les bons services, ça peut être un enjeu là, à ce niveau-là quand il y a la fin d'un épisode de service au CIUS. Euh, Sinon, un autre élément facilitant, c'est évidemment la compréhension, la bienveillance des professionnels de santé et des services sociaux, pardon. Le fait d'être cru, validé, d'être soutenu, ça l'ouvre la porte à recevoir d'autres services, ça diminue la méfiance aussi des femmes envers les services. Euh, Puis, en fait, de recevoir des services qui sont spécialisés, personnalisés, qui sont adaptés aussi aux besoins des femmes, bien, ça les sécurise, puis ça les rend plus enclines à demander de l'aide subséquemment. S'il y a une expérience qui est vécue qui est positive, où les femmes se sont senties respectées, bien, elles sont plus enclines là, ensuite à redemander de l'aide à nouveau. Entre autres, une femme qui nous partage, ah ben ça, je dois dire, nous, on a un gynécologue qui est merveilleux. Il est génial, il est super sweet, il est merveilleux. Il prend le temps de savoir s'il a répondu à nos questions. Il nous aide pour mettre les pieds sur le petit banc, pour embarquer sur la table d'examen, puis pour descendre de la table d'examen. Et puis, il nous ramène dans la salle d'attente. Il est super sweet, c'est une soie. C'est ça, des fois, avec le personnel, justement, que ce soit chez le médecin, à l'hôpital, chez le dentiste, surtout vu que nous, on voit pas. Ils vont nous expliquer. OK, là, je vais faire telle affaire. Question de nous rassurer. Parce que nous autres, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe autour. Donc, c'est très sécurisant. Donc, c'est un exemple, en fait, de service qui est adapté aux besoins puis qui est personnalisé, euh, qui, euh, qui est sécurisant là, pour les femmes qu'on a rencontrées. On peut changer de diapositive. Et finalement, un autre élément facilitant qui permet en fait un meilleur accès aux services, ça fait référence aux ressources intrinsèques des femmes. Il ressort beaucoup des paroles des femmes qu'on a rencontrées. euh, Leur capacité à rebondir, à continuer à faire des démarches malgré les obstacles qu'elles rencontrent, malgré toutes les démarches infructueuses, elles continuent de persévérer, à faire valoir leurs besoins, à faire valoir leurs droits. Puis ça, souvent, cette détermination-là, ça a été bénéfique pour obtenir différents services, pour bénéficier même de différents programmes. Ça permet de défoncer des portes, entre guillemets. Par contre, on apporte un bémol à ce sujet-là parce que c'est une grande charge que les femmes ont sur leurs épaules. Puis, ça résulte, entre autres, là, d'une responsabilisation. Puis, Amélie, là, dans les constats à la fin de la présentation, va revenir là, là-dessus, des petits enjeux là, qu'on perçoit par rapport à ça. Donc, il y a une femme qui dit, je suis quelqu'un qui veut faire avancer les choses. Je suis chanceuse d'avoir une personnalité forte, prête à défendre tout ce en quoi je crois. Et je suis capable de défoncer bien des portes qui sont bien barrées. Fait que ça m'encourage énormément parce que je me dis, faut que quelqu'un le fasse. Fait que moi, je suis capable de le faire. Fait que si je peux aider d'autres mondes, tant mieux. Mais ça m'aide à moi aussi en même temps, en premier. Tout ça pour dire qu'en quelque part, la vie vaut la peine d'être vécue, même avec un handicap. On peut changer de diapo. Donc, Sarah Jeanne nous a présenté les facteurs facilitant l'accès aux services, une meilleure là, utilisation des services ou plutôt une utilisation optimale des services. On va maintenant se pencher sur les facteurs facilitant au niveau des besoins courants de la vie quotidienne. Donc, ce qui nous a été nommé, bon, le premier
Le premier élément, ça a été vraiment nommé par une grande majorité de femmes participantes à la recherche, c'est le recours aux organismes communautaires. Donc, en plus de répondre aux besoins de base avec de l'aide alimentaire, par exemple, de recourir aux organismes communautaires, mais ça permet aussi de créer un réseau social, de favoriser le développement personnel des femmes, de faciliter l'accès et à l'information à différentes ressources. Puis, ces organismes communautaires là, sont souvent perçus par les femmes comme des lieux où elles se sentent en sécurité, des lieux où elles se sentent soutenues par les personnes intervenantes, mais aussi par les personnes qui fréquentent les organismes, sans craindre d'être jugées. Donc, on a l'exemple d'une femme qui dit le centre des femmes, moi, c'est ça qui m'a sauvé la vie. T'as pas de jugement, on peut parler de plein de choses. Je trouve que ça fait du bien, on se sent comprise. Tu sais, on a toutes chacune nos handicaps, chacune nos difficultés, autant physiques que mentales. On a toutes chacune nos épreuves dans le fond. Ça fait du bien. On peut passer à la prochaine diapositive. Un autre élément facilitant là, qui a été nommé, c'est la compréhension et la flexibilité de l'employeur. Donc, un employeur qui adapte l'environnement de travail des femmes, qui adapte les horaires des femmes en fonction de leurs besoins spécifiques. On rappelle que beaucoup de femmes participantes, là, comme j'ai dit tout à l'heure, sont aussi proches aidantes, donc ça vient jouer aussi avec la conciliation, le travail-vie personnelle. Un employeur aussi qui collabore avec d'autres organismes pour obtenir des subventions, pour avoir un meilleur soutien matériel pour l'adaptation là, des environnements de travail des femmes. Donc, on a un exemple d'une femme qui dit, ici, j'ai l'emploi parfait. Tu sais, je peux vraiment m'arranger. Ma patronne est super avec moi là-dessus. Elle sait que c'est pas des horaires stables que j'ai. Je prends congé quand je veux, je peux. Ça, vraiment, c'est de l'or en barre. Je me vois pas aller travailler ailleurs avec un 9 à 5 puis que c'est coulé dans le béton. Je serais pas capable de faire ça parce que, premièrement, ma famille va passer avant. Puis deuxièmement, étant donné que je m'occupe de ma famille, étant donné que tout me demande plus d'efforts, de concentration à ma job en lien avec ses limitations fonctionnelles physiques, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que je prenne du temps pour moi, me reposer puis décanter tout ça. Fait que si j'avais quelqu'un qui disait non, c'est ça, puis tu bouges pas de là, je te ferai pas la run. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, évidemment, il y a aussi, tout à l'heure, on a parlé d'enjeux reliés à l'entourage, mais il y a aussi l'envers de la médaille, là. Il y a des points très positifs reliés à l'entourage qui vient soutenir les femmes. Donc, il y a plusieurs femmes, notamment, qui ont accès à une personne proche aidante pour les aider dans l'accomplissement de tâches quotidiennes comme les courses, les déplacements ou une personne accompagnatrice là, qui peut faire le même type de tâches. Donc, c'est vraiment un soutien qui est crucial, qui a un rôle essentiel là, dans la vie des femmes. Il y a aussi l'engagement social, notamment par le biais du bénévolat, par exemple, qui est bénéfique là, pour plusieurs femmes rencontrées. Ça permet de briser l'isolement, mais ça permet aussi de donner un sens à la vie quotidienne. Ça offre une manière alternative de se sentir valorisée et accomplie, notamment quand les femmes peuvent pas travailler, là, par exemple, en lien avec leurs limitations. Puis finalement, les programmes sociaux et les technologies d'assistance, là, ça a été nommé comme étant très facilitant là, par rapport aux besoins de la vie quotidienne, d'avoir du matériel d'assistance comme un fauteuil adapté, des appareils auditifs, mais aussi des technologies d'assistance. Par exemple, il y avait une femme que son téléphone est relié directement à son appareil auditif qui lui permettait vraiment d'avoir une meilleure qualité de vie à la maison, mais même aussi au travail. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Finalement, le dernier facteur facilitant en lien avec les besoins de la vie quotidienne, c'est que plusieurs femmes ont développé des stratégies personnelles. Par exemple, de choisir de fréquenter des lieux où elles se sentent confortables. Il y a une femme, je pense à une femme qui a des limitations auditives, qui opte, qui choisit là, des restaurants où il y a des
banquettes parce que les banquettes, ça aide à couper le bruit, elle comprend mieux son interlocuteur en face d'elle. Donc, ce type de stratégie-là, mais aussi d'autres stratégies comme de connaître, de respecter ses propres limites personnelles, d'optimiser des ressources qui sont offertes par différents programmes d'aide. Mais comme vous voyez à l'écran, par contre, ces stratégies-là, ça peut révéler des inégalités entre les femmes elles-mêmes. Donc, les femmes qui ont des moyens financiers ou un accès plus facile à des informations et à des services appropriés ont davantage de marge de manœuvre dans leur quotidien, tandis que d'autres femmes qui en sont privées, ben, peuvent se retrouver davantage isolées puis limitées dans leur activité. Voilà, donc on peut passer à la prochaine diapositive et j'essaie de la parole à Sarah-Jeanne. Donc, on arrive aux pistes d'action qui ont été identifiées, comme je disais tantôt, le temps par les femmes qu'on a rencontrées, mais qui ont été bonifiées aussi par le comité là, qui a piloté, entre autres, la recherche. Donc, dans les premières pistes d'action qui ont été nommées, les femmes voyaient la pertinence, en fait, de bonifier les programmes d'aide. Et ça pouvait passer par différentes stratégies, entre autres, de revendiquer l'assouplissement de certains critères, puis de rendre là, accessible, là, de permettre, en fait, un meilleur accès là, à ces différents euh, euh, programmes gouvernementaux, entre autres de bonifier le soutien financier du programme du chèque emploi-service, notamment en haussant le salaire des, des personnes là, qui viennent à domicile. Puis, en faisant connaître aussi les programmes qui existent, qui peuvent être complémentaires au chèque emploi-service, par exemple, les services de répit à domicile qui ne sont pas nécessairement connus par les femmes, puis qui peuvent être jumelés au chèque emploi-service pour permettre là, une réponse plus globale aux besoins. Parce que parfois, là, il y a des tâches qui peuvent pas être rémunérées dans le cadre du chèque emploi-service, mais que les femmes auraient quand même besoin de soutien. Puis le répit à domicile ben, peut venir euh, pallier à ces manques-là. Mais il faut quand même faire connaître là, ces services complémentaires-là qui existent. On fait un lien, entre autres, avec toujours dans l'amélioration de l'accès à l'information. Il y a une femme, on trouvait que ça illustrait vraiment bien le propos. Il y a une femme qui nous disait, ça pourrait être intéressant, ça pourrait peut-être être intéressant. Souvent, des nouveaux parents qui viennent d'avoir un bébé, ils vont leur donner de la documentation avec des papiers. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez avoir telle ressource. Ça peut être ça serait peut-être le fun quand quelqu'un, justement, reçoit un diagnostic qui est déclaré invalide ou quelque chose qui a une limitation, si ça pouvait venir avec la documentation. Regardez, il y aurait tel organisme qui pourrait vous aider ou vous avez droit à tel programme au lieu de t'es handicapé, bon ben arrange-toi, fouille puis trouve de l'aide. Si au moins on peut avoir déjà des pistes de direction. Donc, à des moments charnières, en fait, que l'information arrive à des moments clés du parcours de vie des femmes là, qui, entre autres, au moment où tu reçois un diagnostic ou que tu es déclaré invalide, ça peut être des moments clés pour recevoir de l'accès, l'information là, pour les différents services qui peuvent être accessibles aux personnes. On peut changer de diapo. Dans les autres pistes d'action qui ont été identifiées, entre autres, sensibiliser largement. Donc là, on parle des proches, de la population générale, des professionnels de la santé. Donc vraiment de sensibiliser aux réalités que les femmes vivent. Euh, Puis il y avait encore plus précis en lien avec les proches, les femmes disaient euh, même à l'intérieur, par exemple, d'un couple, c'est pas le conjoint ou la conjointe ne comprend pas nécessairement les dynamiques ou les enjeux qui sont vécus par les femmes qui vivent des limitations fonctionnelles. Donc, des activités de sensibilisation où les proches peuvent vivre la limitation, peuvent expérimenter la limitation fonctionnelle, ça peut aider à sensibiliser. Donc, des activités de sensibilisation un peu plus immersives. Ou encore des ateliers pour soutenir la connaissance, l'affirmation de soi, entre autres en contexte là, de recherche d'emploi. Ça peut être des éléments là, qui viennent outiller les femmes, mais aussi sensibiliser, entre autres, là, par exemple, les employeurs.
Diversifier les ressources d'aide, c'est également là, des pistes de solutions, entre autres dans l'accès, pas dans l'accès, mais dans la réponse aux besoins de la vie quotidienne. Les femmes m'ont nommé, c'est d'avoir accès à des soins esthétiques qui sont adaptés, entre autres, ou bien du transport, favoriser là, une meilleure offre de services de transport. Puis aussi d'avoir des espaces d'échange entre les femmes qui vivent des limitations fonctionnelles physiques pour créer un réseau, entre autres, puis ben, qui permet de briser l'isolement, puis de côtoyer là, des femmes qui peuvent vivre des enjeux similaires, échanger aussi des trucs, des astuces, des outils. C'est quelque chose là, que les femmes ont nommé qui pourrait être aidant. Euh, D'avoir aussi des activités qui sont aprimodiques, entre autres là, des activités sportives adaptées. Les femmes ont nommé que souvent, par exemple, des cours de natation qui étaient adaptés, c'est très dispendieux. Euh, donc, d'avoir là, une alternative euh, qui serait plus accessible financièrement pour les femmes, là, c'est des éléments qui permettent là, de mieux répondre aux besoins de la vie quotidienne. Il y a d'autres pistes d'action ensuite. On peut changer. Ça fait du pouce là, sur ce qui a été nommé d'améliorer le service de transport adapté en élargissant entre autres les territoires qui sont desservis, en révisant les horaires, l'offre de services. Le transport, ça peut prendre vraiment, il y a beaucoup de femmes qui passent beaucoup de temps en transport, puis ça demande une grande planification de l'horaire. Tu sais, les activités doivent être planifiées en fonction de l'offre du transport. Donc, ça peut être limitant là, pour répondre aux besoins de la vie quotidienne ou même pour concilier avec le travail. Donc, d'élargir là, cette offre-là, ça peut être un élément là, qui serait facilitant pour le quotidien des femmes. Le comité qui a été consulté là, dans le cadre de cette recherche-là, a entre autres nommé aussi d'agir sur des obstacles spécifiques aux femmes. C'est-à-dire que dans le cadre de la recherche, il y a différents éléments, entre autres avec le rôle de proche aidante que les femmes vivent, puis avec la charge mentale aussi qui est ressortie de la recherche, eh bien, il y a peut-être des éléments qui peuvent euh, qui pourraient, il y a des actions qui pourraient être faites là, spécifiquement en lien avec ces enjeux-là. Donc, ça pourrait être, par exemple, de développer un lieu d'échange pour des femmes qui vivent des limitations fonctionnelles, mais qui vivent aussi la réalité de proches aidantes, ou bien de sensibiliser plus largement aux enjeux de la charge mentale que les femmes qui vivent avec des limitations fonctionnelles ont sur leurs épaules. Et tout ça pourrait prendre, entre autres, forme là, dans le cadre, par exemple, de la Semaine d'action québécoise des personnes handicapées pour collaborer avec d'autres organismes, puis faire valoir en fait là, la spécificité femme. Et ben, de travailler, en fait, de poursuivre le travail en collaboration dans le déploiement des projets, de faire un rôle de veille pour que les enjeux spécifiques aux femmes soient pris en compte dans les projets, de rassembler des organismes où il peut y avoir des partages d'expertise, par exemple, pour s'assurer que les réalités vécues par les femmes qui ont des limitations fonctionnelles soient bien prises en compte. Donc, je crois que euh, ça fait le tour pour les pistes d'action. On peut changer. Oui. Donc, au terme là, de cette présentation-là, des obstacles, des facteurs facilitants et des pistes d'action, euh, et à la suite là, de cette analyse-là là, qu'on vient de vous présenter, il y a quatre grands constats qui ressortent de la recherche. Donc, premier grand constat, c'est que les femmes qui ont des limitations fonctionnelles physiques vivent une double discrimination. Donc, si on reprend les concepts qu'on a vus au départ d'ADS+, d'intersectionnalité, ben, cette double discrimination-là, là, donc d'être une femme et d'être en situation de handicap. Les femmes rencontrées ont témoigné à nombreuses reprises vivre des inégalités de genre qui sont amplifiées par les oppressions vécues là, en lien avec leur situation de handicap. Donc, par exemple, les différents facteurs comme les inégalités salariales, les interruptions de carrière, les responsabilités domestiques, familiales, tout ça, ce sont des facteurs là, qui fragilisent les conditions de vie des femmes, particulièrement celles qui vivent avec des limitations fonctionnelles physiques.
Ensuite, le deuxième grand constat, c'est le manque d'adaptation dans l'organisation des services là, de façon générale. Donc, cette inadéquation-là, ça se manifeste par des critères d'accès restrictifs, comme on a vu, une information souvent inaccessible au bon moment, au moment opportun, une absence de continuité dans l'accompagnement, notamment après la fin de services fournis par des institutions comme des institutions de santé, là, comme le CIUS, puis des discriminations là, vécues à travers le parcours des femmes là, au sein des services. Et donc, on a vu aussi que ces obstacles-là ne sont pas sans conséquences là, sur la santé globale des femmes, puis contribuent d'autant plus à leur exclusion sociale. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, le troisième grand constat qui ressort de l'étude, c'est la lucidité, la résilience des femmes, puis la responsabilité qu'elles portent souvent de trouver elles-mêmes des solutions, puis de s'organiser. Les femmes qu'on a rencontrées là, ont démontré une remarquable capacité à manœuvrer dans un système qui est souvent peu accommodant, là, on l'a vu. Elles utilisent leurs ressources personnelles, leur réseau de soutien pour surmonter les obstacles. Mais cette responsabilisation-là, mais ça témoigne quand même d'un manque de soutien structurel, un manque de soutien systémique. Ça impose une lourde charge sur les épaules des femmes pour qu'elles assurent elles-mêmes leur bien-être. Et donc, on peut se dire là, que l'accès aux services, ben, ça devrait définitivement pas dépendre des aptitudes, pardon, individuelles des femmes. Il y a certains propos des femmes rencontrées qui laissent penser qu'elles sont souvent laissées à elles-mêmes et doivent assumer elles-mêmes la responsabilité là, de trouver des solutions pour répondre à leurs besoins et vivre dignement. Et puis finalement, le quatrième grand constat qui ressort de l'étude, on a remarqué l'intériorisation du capacitisme chez plusieurs femmes qui ont des limitations fonctionnelles physiques. Donc, je m'explique. Les femmes sont généralement socialisées là, pour prendre soin des autres, assumer des responsabilités domestiques, familiales, être empathiques, être attentionnées. Donc, cette socialisation genrée, ça les place souvent dans une position de soutien aux autres au détriment de leurs propres besoins, au détriment de la priorisation de ce qu'elles ont réellement besoin. Et donc, le capacitisme intériorisé, mais ça peut exacerber cette tendance-là en les amenant à internaliser des croyances discriminatoires, en les poussant à minimiser leurs propres besoins et à se sentir moins dignes d'aide ou de soutien, en renforçant l'idée d'être un fardeau. Puis ça peut aussi être très inconscient, là, ces réflexions-là, puis ces sentiments-là. Euh, Puis elles peuvent aussi se sentir peu soutenues, elles peuvent se sentir isolées. On l'a vu, plusieurs participantes se sentent isolées, là, notamment en raison de cette socialisation-là genrée là, qui les incite à mettre les besoins des autres en avant des leurs. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, en conclusion, finalement, ben, les résultats de l'étude qu'on vient de vous présenter, ça démontre l'importance de réviser les services destinés aux femmes qui ont des limitations fonctionnelles physiques dans la région, de promouvoir une approche basée sur les droits sociaux qui vise à créer des environnements qui sont accessibles, des environnements qui sont bienveillants pour toutes les femmes. Puis une meilleure collaboration et coordination entre les organismes du Centre du Québec, une sensibilisation accrue, très large, là, que ce soit des professionnels de la santé, mais aussi des fournisseurs des services, du grand public, puis des actions concrètes pour améliorer l'accès à l'information et aux ressources disponibles. Là, tout ça, c'est vraiment indispensable et essentiel pour réduire les inégalités, puis favoriser une inclusion réelle des femmes qui ont des limitations fonctionnelles physiques au centre du Québec. On peut passer à la prochaine diapositive.
Donc, on est arrivé à la fin de la présentation. On a là une bonne période de questions, de commentaires si vous voulez échanger avec nous ou entre vous. Donc, n'hésitez pas là, comme Fanny l'a dit au début, à écrire dans le chat, à ouvrir vos caméras, à lever la main. Je voulais aussi vous dire que bon, demain la recherche va, comme on l'a dit tantôt, va être déposée sur nos sites Internet respectifs de la table de concertation au Centre du Québec et du CRSA. Vous avez le lien dans le chat, mais aussi sur la diapositive. Puis pour en savoir plus ou pour être mis au courant de nos différents travaux, si vous êtes particulièrement interpellé par les conditions de vie des femmes, on a plusieurs recherches là, qui abordent cette thématique-là qui sont disponibles sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez même vous abonner là, à notre infolette. On n'est pas harcelante, inquiétez-vous pas. On n'envoie pas des infolettes à toutes les semaines, mais ça vous permet là, de prendre connaissance de nos travaux. Alors, voilà, j'ouvre. On peut ouvrir là, la période de questions. On n'a pas de questions Mhm. pour Ben, en l'instant. fait, j'ai pas vraiment une Oh, question. Ben, j'ai Christian. pas de question. Je trouve ça, ben oui, le gars. Juste pour vous dire, je trouvais Yes! ça bien intéressant. Comme je l'ai écrit un peu dans le chat, c'est un peu plate qu'il n'y ait pas de personne de l'érable, parce que tout ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu de ce que vous nous montrez, évidemment, j'avais des visages, des situations qui m'apparaissaient. Puis, ce que je veux vous dire finalement, autant pour aux deux organisations, si jamais vous faites autre chose dans l'érable, peu importe le sujet, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on est très impliqués non seulement avec nos groupes, mais beaucoup dans le milieu, là, à la CDC de l'érable. Moi, je suis agent de la concertation à la CDC de l'érable. Donc, ça va nous faire un plaisir peut-être de vous référer ou, en tout cas, vous, essayer de vous aider davantage. À retrouver des gens parce que je trouve ça intéressant, d'autant plus qu'il y a une clinique de proximité que le CIUS implante actuellement dans l'érable. Puis on travaille en étroite collaboration avec eux sur les besoins. Donc, ça aurait été intéressant, mais ça pourrait être intéressant éventuellement sur autre chose. Fait que c'était mon message. Puis merci pour la présentation. Mais si je peux me permettre, Christian, c'est que ça restera pas là. Il va y avoir d'autres choses par la suite par rapport à cette recherche-là. Mais c'est ça, on va s'asseoir puis on va définir, mais possiblement qu'on lancera la CDC de l'érable parce que ce serait, moi je pense que le niveau ruralité, urbain peut venir Mhm. jouer beaucoup dans, Oui, dans les différences, là. Donc ça va être exactement. Tu intéressant sais, de pousser ça, là. évidemment, tu sais, nous, c'est un milieu rural. Vous avez parlé de transport, d'activité voyons, des services de proximité. Tu sais, des fois, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas juste un dépanneur. Tu sais, il y a plein de choses qui. Puis on travaille sur le comité à revoir la mission du comité de développement social actuellement dans l'érable. Donc, c'est des belles choses qui peuvent être apportées, là, comme pour l'amélioration de la situation, une fusion d'une ville aussi. Donc, ça amène une autre dynamique positive. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Fait que si c'est pas moi, ça va être une de mes collègues, sûrement. Merci, Christian. Je reçois beaucoup de merci, pas d'autres questions dans le Pour, clavardage du moins. pour être à mobilité réduite, j'ai trouvé ça super intéressant ce que vous disiez, mais au niveau de la recherche, ça va apporter quoi? Tu sais, c'est sûr que moi, je reste à Chicoutimi, je suis un peu loin des grands angles, mais je dirais, c'est tout ce que vous avez dit, je le savais parce que je le vis, mais est-ce que ça va apporter quelque chose ou c'est une recherche qui va encore pitcher dans la... Non? Ben moi, en fait, on s'est déjà assis avec le regroupement moi j'aime bien l'appeler le ROPHQ. Donc, on a une rencontre de prévue en janvier pour développer des choses à ce niveau-là. On veut définir les partenaires. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de vous cibler la table de concertation de votre région. Là, je veux pas m'avancer, il me semble que c'est du Côte-Nord ou je sais pas quoi. Il y a une table de concertation par région, il y en a 17. À la limite, écrivez-moi un petit courriel, je pourrais vous rediriger pour dire est-ce qu'on pourrait développer quelque chose, est-ce que ça y a un intérêt. C'est sûr que nous, ça va être très centre quoi, mais c'est pas quelque chose qui va rester dans le fond du placard. On n'a pas l'intention que ça reste là. On veut mettre en place des trucs. On va interpeller
Moi, j'aimerais ça qu'on soit capable d'aller chercher des élus, des MRC, tu sais, d'aller plus large pour mettre des trucs en place. C'est sûr que ça sera peut-être pas dans l'année qui s'en vient, mais en tout cas, il y a déjà des rencontres pour voir comment on peut amener ça, comment on peut interpeller des gens. Comme là, on a déjà Christian qui est là, puis là, j'ai entendu son invitation, puis on va s'en servir. Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut se faire en concertation avec d'autres groupes. C'est ça qui va être important. Puis on peut pas faire ça toute seule. Fait que je pense qu'il est intéressant, c'est que là, on lance une idée qui pourrait donner d'autres idées à d'autres régions. Puis je sais qu'il y a d'autres tables qui sont là. Fait que je leur lance la balle en disant, ben, est-ce qu'il y a quelque chose de votre côté qui peut être fait? Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, là, Rimouski, peut-être voir avec la table de concertation de cette région-là. Mais non, l'idée, c'est que ça donne des idées pour développer autre chose, là. En tout cas, on Parfait. l'espère. Parfait, merci. Mais de rien. C'est quelqu'un qui m'écrit dans le chat d'ailleurs, juste, tu sais, déjà la diffusion de l'information, puis le côté de la sensibilisation là, aux réalités vécues par les femmes avec des limitations fonctionnelles, c'est très important. Fait que, tu sais, mais on veut pas que ça reste juste à de la sensibilisation, pas de la communication, mais ça reste que c'est sûr que c'est un bon point que ça aussi, ça peut être une action là, qui en fait partie. Là. J'ai une main levée, Isabelle. Votre Ton micro est micro il est fermé. fermé. Parfait. Excusez. En fait, moi, j'ai envie de vous parler un peu plus de la question de la surdité parce que c'est un peu mon bag à moi, là. Euh, une des choses qui sont un peu aberrantes, tu sais, on sait que dans le processus de vieillissement, la plupart des gens risquent de perdre, hein, au niveau des oreilles, mais ce qui se passe, c'est on donne seulement un appareil, pas deux, et on donne un deuxième appareil seulement aux gens qui travaillent ou aux étudiants. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que plus les gens, il y a comme des obscurs fonctionnaires qui prennent des décisions sur les appareils et on choisit du bas de gamme. Donc là, il y a même pas de, il y a même pas là de, il y a même pas d'audiologiste, d'audioprotégiste sur ce comité-là. Donc, c'est des fonctionnaires obscurs hein, qui prennent des décisions. Et pour les gens qui ont des surdités profondes ou des surdités très sévères, l'impact, c'est que on a presque plus d'appareils qui sont capables de venir. Puis là, les gens en situation de grande pauvreté se trouvent à devoir payer. Donc, par exemple, Phonak, c'est une bonne compagnie. Vraiment, là, je travaille pas pour cette compagnie-là, mais pour la surdité sévère, mais bon, on est très, très limité par rapport aux options. Puis ça fait que des gens qui se trouvent à devoir payer ou les listes vont être aménagées dans 2 ans, puis dans 2 ans, ben, tu feras une demande, mais là, à ce moment-là, tu peux les avoir achetés et puis tu n'auras pas de droit. Et c'est la même chose pour, mettons, les appareils à la maison, là, à la télévision. C'est vraiment du bas de gamme qu'on donne. Et moi, ce que je trouve un peu, là, parce que je suis passée dans le système récemment des implants cochléaires, fait que j'ai vu des choses que je pensais pas. Je pensais, pour moi, je suis allée de bonne foi là-dedans. Mais c'est comme le système est fait en fonction du système, pas en fonction des personnes. Puis le drame, ça vient vraiment le, même le système pour, mettons, les sourds, malentendants, même là, c'est fait en fonction des professionnels ou des ORL. Ça fait des affaires un peu aberrantes, comme on veut augmenter maintenant pour les surdités modérées, on va proposer l'impact cochléaire, puis des fois, il y a des questions là, pour est-ce qu'on va venir soutenir la prise de décision? Parce que les gens s'en vont là en faisant confiance, finalement, ils se ramassent avec plein de problèmes. Là. Euh, puis, moi, je trouve que c'est ça. C'est l'objectivation, là, la personne elle passe dans le système comme un objet, alors que la surdité, c'est pas nécessairement juste négatif. Le regard qu'on porte sur le handicap, moi, je pense qu'il y a des choses à travailler là-dedans. Donc, quel regard on porte? Si j'avais pas ma surdité, j'aurais pas pu être en lien avec des liens marginalisés à m'apporter. Donc, est-ce qu'on voit juste le handicap comme quelque chose de juste négatif? Puis tout est fait en fonction de ça. Puis là-dedans, la surdité, paradoxalement, c'est des gens qui aiment le lien humain. On a un système totalement où les personnes sont traitées comme objets. Donc, comment on revient à ce que les personnes ont besoin dans le système pour construire un système à partir des besoins? Parce que si on pouvait
sais, je regarde là pour les personnes qui ont des déficience motrice, là, puis tu sais, je parle pas d'expérience, mais si on était capable de pouvoir adapter, ça rendrait service à tout le monde. Alors, c'est ça qu'on voit pas là, parce qu'on est dans les critères très hétéronormatifs, puis on dit quand quelqu'un est gentil, c'est vraiment extraordinaire. Ça devrait être juste la norme pour tout le monde. Donc, en tout cas, j'avais envie d'amener ça. C'est pas de, ça devrait être la norme partout. Puis aussi, comment les employeurs assument un leadership. Un employeur qui n'assume pas son leadership en disant il y a un droit à l'accommodement raisonnable ici, c'est sûr que la personne n'a pas porté ça toute seule sur ses épaules. Donc, c'est ça que j'avais envie d'ajouter. Merci. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, ça vient vraiment m'interpeller, votre intervention aussi, parce que ça fait des liens avec ce qu'on a présenté. Bon, je réfléchis à voix haute avec vous, mais par rapport aux appareils auditifs qui sont assurés là, par la RAMQ, qui sont offerts, si on veut vraiment avoir des appareils auditifs qui répondent réellement aux besoins, là, je parle pour les personnes qui ont des limitations auditives, il faut payer. Mais souvent, on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs femmes qui ont des limitations fonctionnelles physiques, qui ont de la difficulté à accéder au marché de l'emploi, donc qui ont de la difficulté à avoir un salaire intéressant, un salaire décent. Donc après ça, de devoir payer pour répondre à nos besoins spécifiques, alors que il y a comme plusieurs croisements qu'on peut faire là, dans les obstacles structuraux, systémiques là, bon, c'est pas super positif comme intervention ce que j'amène, mais je trouve ça intéressant là, de ce que vous amenez comme intervention. Merci. D'autres commentaires, d'autres prises de parole, état d'âme? Si on n'a pas d'autres interventions, nous allons procéder au mot de la fin. D'accord? Donc, Fanny, ou Oui. Euh, merci Amélie, merci à Sarah-Jeanne pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. Merci à toutes les interventions aussi, vraiment pertinentes. Merci de continuer de nous éduquer, de nous informer même sur des choses que même nous, on savait peut-être pas. Et puis, c'est ça. Bon, les liens de nos sites web vont être mis dans le clavardage. La recherche va être disponible à partir de demain, comme on a mentionné. Aujourd'hui, tu sais, c'est plus le lancement de la recherche, c'est le début des actions. Fait que là, on la rend disponible, mais après ça, il y a d'autres choses à surveiller qui va se passer en lien avec ça. On va aussi créer une version vidéo pour nos médias sociaux, puis un format balado pour notre Spotify aussi, pour réécouter le webinaire. Fait que comme ça, si jamais quelqu'un ne pouvait pas être présent, que vous connaissez, ben, surveillez nos plateformes, puis on va publier ça. Et aussi d'autres contenus dans le futur en lien avec tout ce qui est limitation fonctionnelle des femmes. J'ai-tu oublié quelque chose, je pense Maryse? pas, Fanny. Merci, Fanny. Parfait. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis j'espère que ça va faire comme on dit, des petits ou des petites, puis qu'on développe des projets, puis qu'on arrive à faire avancer la cause à ce niveau-là. Donc, merci tout le monde. Merci infiniment. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. De rien.